Avec notre invité ce soir, nous évoquons l'actualité béninoise. Ce proche de Patrice Talon qui prend la tête de la Cour constitutionnelle du voisin de l'Est du Togo, le nouveau président de la Cour constitutionnelle du Bénin, ancien avocat et proche du président Patrice Talon, a officiellement pris ses fonctions vendredi après des mois de désaccord entre l'institution et la présidence. Joseph Djogbenou, qui était également l'ancien ministre de la Justice, a été élu à la tête de la Cour au cours d'une élection à huis clos jeudi dernier. La Cour constitutionnelle entretient des rapports tendus avec le président Talon, condamnant plus d'une fois le gouvernement pour non-respect ou méconnaissance de la Constitution. Et s'agissant du Bénin, qui mieux que Amnisius Ferdinand pour nous en parler? Bonsoir. Bonsoir mon cher ami, bonsoir les amis téléspectateurs. Vous êtes juriste et ce ne serait pas un abus de dire fin connaisseur du Bénin. Oh, c'est trop dire parce qu'il y a des voix plus autorisées que la mienne à pouvoir mieux en parler. En tout cas, ce ferait que je le dise. Merci. D'accord. Merci à toi. Alors, on évoque donc l'arrivée à la tête de la Cour constitutionnelle du Bénin de Joseph Djogbenou. D'abord, qui est ce jeune avocat de 49 ans, professeur agrégé de droit privé? Oui, Djogbenou, il a été, bien entendu, je suis plus âgé que lui, je suis son aîné. Oui. Je suis passé peut-être 7 ou 8 ans, voire 15 ans, 15 ans après qu'il entre à la faculté de droit. J'avoue que c'est un étudiant très brillant, souvent major de sa promotion. Le gars, il est très intelligent, sans vous le mentir. Et il a surpris plus d'un par son savoir-faire et sa façon de plaider aussi. N'oublie pas que c'est un avocat. Un avocat, bien sûr. Donc, Djogbenou, quand on le prend de façon intrinsèque, into tout personnel, il est bon. En dehors de toute considération politique. Oui, c'est pour ça que je dis, quand on le prend en tant que personne civile, Djogbenou, il est très bon. Maintenant, le Djogbenou politique, qui est-il? Professeur Djogbenou, agrégé de droit privé, était celui-là qui, ma foi, encore 3 ans ou 4 ans en arrière, a été l'avocat personnel du chef de l'État dans des affaires de tentatives d'empoisonnement et de coup d'État. Déjà, lorsque quelqu'un est votre avocat, vous comprenez qu'il vous connaît assez bien. Vous avez des complicités à partager. Ceci étant aussi de la société dite civile, Djogbenou, professeur agrégé de droit privé, agissait en sourdine dans la nomenclature politique béninoise. Et ce, avec l'appui, ça je peux le dire, beaucoup peuvent le témoigner, de l'homme d'affaires, le richissime Patrice Talon. Passé de cette étape, homme, dit-on, de la société civile, il a créé un mouvement politique qui lui a permis d'aller à l'Assemblée. Devenu avocat, il était forcément inscrit dans l'opposition parce que déjà dans le temps, son maître, je veux dire, quand je dis maître, c'est trop dire, son client, Patrice Talon, étant en disgrâce avec le président d'alors, M. Yaïboni, a animé avec une telle verve l'opposition. Il était aussi le président de la commission des lois à l'Assemblée nationale. Donc, c'est là où on tissait presque toutes les lois pour contrecarrer les actions du président Yaïboni. On n'en est pas là aujourd'hui. Passé cette étape, j'allais oublier que lorsqu'il était dans la société civile, il était vraiment très actif avec tout son groupe pour, dans le temps, dire qu'il luttait contre la modification de la Constitution par Yaïboni. Et il y avait cette histoire de mercredi rouge qu'ils animaient et tout. Curieuse a été notre surprise de le voir après aux côtés de Talon, pas Talon encore président, en train de le soutenir comme son avocat personnel. Maintenant, à l'Assemblée, il faisait partie de l'opposition pure et dure. L'opposition ferme, quoi. C'est pas oui ou non, mais
quel que soit ce qui sera voté, c'est non, c'est non, c'est non. Bref, à l'élection présidentielle de 2016, on a vu tout ce qu'il a pu faire pour que le président Talon, pour que le candidat Talon, son poulet, soit élu au pouvoir. Une fois au pouvoir, Djokbenou Joseph Fifame a été nommé naturellement ministre de la Justice. Garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la législation au Bénin. Ceci étant, si il y a une loi votée, sachez qu'il y a ou le président lui-même derrière comme appui, ou Djokbenou en appoint. Ce qui fait que tous les Béninois s'accordent à dire que les deux étaient des complices. Voilà. Donc, ceci étant, Djokbenou, tout le monde soupçonnait déjà cela. Et je serais à la place de président alors que j'allais déjouer tous ces pronostics. Mais malheureusement, je peux dire aujourd'hui qu'il avait un plan bien peaufiné. Si vous voulez, on pourra aller en profondeur. Oui, bien évidemment. Mais au-delà peut-être de la proximité entre les deux hommes, avant d'aller en profondeur de ce que vous évoquez comme plan, on connaît la Cour constitutionnelle du Bénin qui, depuis sa création dans les années 90 jusqu'à aujourd'hui, malgré les péripéties, malgré les rodomontades des acteurs politiques, a su tenir. Est-ce que Djokbenou a ce pouvoir-là de faire pencher la barque? Justement, c'est ce qui va peut-être déranger le Bénin pour une fois. La Cour constitutionnelle, en réalité, c'est une institution de la République, comme la présidence de la République, comme tout autre, l'Assemblée nationale et j'en passe. Lorsque vous êtes nommé membre de la Cour constitutionnelle, vous n'êtes plus en principe redevable à celui qui vous a nommé. D'où le devoir d'ingratitude. Et c'est ce que tous les autres, d'ailleurs, qui étaient passés, ont prouvé à la face du monde, parce qu'ils ont pu tenir tête, quel que soit ce titillement que ceux-là, ces anciens présidents qui les avaient nommés, leur demandaient comme service en griffe. Mais quant à Djokbenou, ça va être un peu difficile parce que... Est-ce que vous ne lui faites pas un procès d'intention déjà? Non, je ne lui fais pas. Je ne lui fais pas un procès d'intention. Moi, mon souhait serait qu'il n'écoute pas trop son ancien patron. Parce que jusque-là, il n'y a pas eu, à ma connaissance, au Bénin, un ancien ministre très proche du président de la République qui a été nommé à la tête de la Cour constitutionnelle. Qui a été d'abord nommé ministre et qui par après est nommé président de la Cour constitutionnelle. On peut prendre cas par cas. Oui, mais là, est-ce qu'il est nommé président? Il est nommé juge à la Cour constitutionnelle et ce sont ses pairs qui l'ont élu président. Si déjà, bien avant cette désignation, ça se susurrait. Tout le monde savait déjà que Djokbenou serait le futur président de la Cour constitutionnelle. Mais ne me demandez pas qu'il y a eu, ne me dites pas qu'il y a eu une élection. C'est flagrant puisque les 7 membres, les 7 juges constitutionnels, qui d'ailleurs n'en sont pas n'en sont pas un parce qu'aucun d'eux n'est constitutionnaliste, malheureusement. Oui. Parce que là, Djokbenou, on en parle, mais c'est le droit privé ici. Mais oui, pas le droit constitutionnel. Puisque je vous dis, aucun des 7 nommés n'est comme profil un constitutionnaliste. Comment ça peut être possible? On veut traiter d'une matière... C'est de la politique, pure et dure, mais qui, ma foi, ne s'est reposée sur rien. Allez-vous me demander si le Bénin ne regorge pas des constitutionnalistes pour qu'on puisse les nommer de l'autre côté? Il y en a plein. Je me garde même de les citer. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je vous dis que c'est de la politique. Alors, est-ce que au-delà c'est le plan. Il y a 7 juges, mais est-ce qu'au-delà de Joseph Djokbenou, les 6 autres, on peut considérer qu'ils sont tous des sous-fifres du président? Bien sûr, ils sont des sous-fifres, puisqu'ils ont été désignés par le bureau de l'Assemblée nationale. 4 sont désignés par le bureau de l'Assemblée nationale. Et lorsque vous voyez les 4 désignés, ils sont tous proches de la mouvance. Les 3 désignés par le président de la République, ne me dites pas qu'il peut nommer quelqu'un de l'opposition qui va lui bouiller les pieds. Donc, souffrez que je vous dise, cet antagonisme que Djokbenou, ministre de la République, a été désigné par l'Assemblée nationale.
ça doit vous faire un hic. Oui, C'est vrai que l'Assemblée, le bureau de l'Assemblée était dans son droit. Mais le minimum d'élégance voudrait que ça soit son patron direct qui le désire pour que, bon, on comprenne que c'était normal. D'accord. Les 7 étant déjà du côté du président, comprenez que pour devenir président, c'est juste un schéma qu'on met en place et puis on fait les choses. C'est une formalité. Une formalité. Dans la Constitution, sinon dans les articles, dans l'article, pour le nommer, l'article 10 de leur règlement intérieur dit que c'est entre le 1er et le 8e jour qu'il faille nommer le président de la Cour. Mais figurez-vous, juste le lendemain. Le jour même, le jeudi, le mercredi même, là, il a été déjà fait président de la Cour constitutionnelle. Je n'invente rien en disant que c'est un déroulé du plan. Alors, de quel plan vous parlez, justement? Ce plan-là consiste exactement à ceci. Je ne sais pas si vous avez bien suivi l'actualité béninoise ces derniers temps. Le code électoral a été vraiment modifié de fond en comble. Je prends juste 2 articles. Pour ne pas les citer, je parlerai d'un article 249 qui dit que pour être désormais candidat aux élections au Bénin, qu'il faille résider de façon continue pendant 1 mois. 1 an. Pendant un an, 365 jours sur le sol béninois. Sur le sol béninois de l'année en cours d'élection. Qui est ce politicien? D'abord, je crois que c'est une vouloir voter qui pourra aller à leur rencontre puisqu'il n'y a pas des exceptions. On ne parle pas du président en exercice qui peut aller en mission. On ne parle pas d'un député qui peut aller en mission, d'un ministre qui peut aller en mission. La loi est tout truc comme ça. Je ne sais pas si en son temps... Donc elle frappe tout le monde en fait. En principe. Et je dis, elle est saugrenue. Parce qu'on ne peut pas penser un truc comme ça. Pendant que le président Soglo, le président Yahi Boni était à la BOAD ici, en tant que président de la BOAD, tout le monde savait déjà qu'il tendait ses tentacules vers la présidence de la République du Bénin. D'où, certains, pour lui barrer la voie, ont proposé dans le code électoral qu'avant d'être candidat à n'importe quelle élection, type d'élection au Bénin, il fallait résider au pays pendant 6 mois de façon continue. Mais la Cour constitutionnelle d'alors, présidée par Dame Ouessensia, paix à son âme, parce qu'elle ne veut plus, elle est la seule présidente d'ailleurs qui n'est plus de ce monde. Sinon les 3 autres sont là, plus le sortant, ils sont 4 désormais, anciens présidents de la Cour, avaient cassé cette loi pour dire niet. Qu'est-ce qu'on met dans le droit d'aller et de venir? On ne peut pas imposer à un Béninois d'être sur place pendant 1 an sous prétexte qu'il deviendra candidat à une élection. Est-ce que c'est la fin du monde quand on est chose? Ce qui veut dire aussi qu'on exclut les Béninois de la diaspora. Ils ne sont pas tenus de venir au Bénin parce qu'ils prétendent être candidats à une élection. Mais au-delà de ça, est-ce que c'est pas aussi... peut-être tout le monde critique cette loi. Je rappelle que cette même loi a été votée au Togo aussi à une année donnée pour écarter Gilles-Christ Olympio. Mais au-delà de tout, est-ce que c'est pas raisonnable? Non, pas du tout. Quand on prétend diriger un pays, il faut être là. Je vous dis, pour connaître les réalités de ce pays. Pour connaître le Bénin, on n'a même plus besoin aujourd'hui d'être au Bénin. Moi, la preuve, je suis avec vous ici, mais tout ce qui se passe là-bas, je suis au courant. À la minute près, s'il vous plaît. Sinon, je ne dis pas tout. Mais beaucoup de choses qui se passent au Bénin, c'est moi qui relais. À des gens à Cotonou ou un peu partout au Bénin, et ils s'étonnent que toi, tu n'es plus au pays, mais tu nous envoies de ces informations. Quand ils prouvent ça sur le terrain, c'est vrai. Pour conduire le Bénin aujourd'hui, est-ce que des études n'ont pas été faites? Est-ce qu'on ne sait pas de quoi le Bénin souffre? On n'a pas besoin encore d'être là. Et encore que tout ce qui a été fait dans le cadre des études pour savoir comment faire relever le pays de son ornière, c'est consigné dans des rapports. D'accord? On n'a même pas besoin que chaque candidat vienne nous parler de son projet, tout ça. Le Bénin, en principe, pour se développer, ne devrait avoir qu'un seul projet que chaque candidat élu devrait suivre, en principe. Si on le faisait sur 50 ans... Une sorte de plan directeur. Simplement.
C'est comme si de la 6e et du CI en terminale, il y a un programme d'études. Du cours initiatique, on dit non? Oui. Du CI. D'initiation. Vous avez un programme. Vous passez avec brio. Ainsi de suite jusqu'en terminale. C'est de ça il s'agit. Et lorsque vous franchissez la terminale sanctionnée par le bac, vous allez à l'université. Si vous ne le faites pas, vous échouez, vos amis continuent. Oui. Donc, en principe, on ne devrait même plus parler de projet de société des candidats. Il y a un projet de société national pour le Bénin. Mais malheureusement, bon, on est en Afrique. Ce qui se passe, vous le savez, et chacun vient avec tout ce qu'il veut inventer pour tromper les autres. D'où cette fameuse proposition du président Talon de faire le mandat unique. Oui. Je peux vous certifier aujourd'hui que c'est cela même qui a décidé beaucoup de leaders à faire bloc derrière. Mais aujourd'hui, ils se mordent le doigt. Ils ont compris qu'ils ont été pris à leur propre piège. Leur propre piège. Alors, il y a, je le rappelle toujours, 7 juges à la Cour et Joseph Djogbenou ne peut pas imposer son dictat. Ce n'est pas Joseph Djogbenou qui impose son dictat, mais c'est le président de la République, Patrice Talon, qui leur a imposé ce qu'il voulait comme choix. C'est pourquoi je parlais du plan. Oui, mais au-delà de tout, on connaît aussi le Bénin et on sait que le Bénin est attaché à un certain nombre de principes. On peut se dire, derrière toutes ces suspicions, ces gens savent que l'histoire les regarde. C'est ce que j'allais vous dire. Le président Robert Dossou a eu à le dire lors d'un colloque qui s'est passé au Bénin, qui a pris fin il y a 2 ou 3 jours. Il dit, l'histoire, la constitution du Bénin est liée à son histoire. Oui. Et qu'on ne peut pas trancher un problème ne serait que politique. Hors de l'histoire du Bénin. C'est l'histoire du Bénin qui nous a conduit à la rédaction de notre constitution. Sinon, on aurait pu prendre carrément la constitution du Togo ou du Rwanda ou de je ne sais quoi et planquer. Donc, en sortant du cadre, il y a les veilleurs qui vont le lui rappeler. Même si les 7 sages, qu'on le dit là, les conseillers constitutionnels sortent du cadre et ils disent autre chose que le droit lié à l'histoire du pays, il y a des gens qui vont leur remonter la bretelle. Et s'ils s'entêtent, ma foi, je n'ose pas le dire. Oui, justement, est-ce qu'ils ont cette latitude de sortir du cadre quand on sait que la matière avec laquelle ils travaillent, c'est la Constitution? On ne peut rien dire qui soit hors de la Constitution. Justement, c'est de ça il s'agit en principe. Mais pour arranger la situation à X ou à Y, ils peuvent interpréter... Oui, justement, les interprétations. Et on sait que le Béninois n'est pas dupe. Le Béninois n'est pas dupe aussi. Oui, mais c'est ça qui crée les petits soucis. Si on lit, il y a la Constitution. Il y a l'esprit de la Constitution. L'esprit dans lequel la Constitution avait été rédigée. On ne devrait jamais perdre ça de vue. Donc, si cette Cour constitutionnelle, la 6e, sort de son cadrage, tous les Béninois, sinon beaucoup, nombre de Béninois vont se dire, mais vous déraillez, vous voulez rendre service à quelqu'un. Maître Robert Dossou l'a dit, il n'est pas interdit de rendre service à un ami qui vous a nommé. Mais encore que ce service à rendre cadre dans la Constitution. Mais si vous sortez de ça, de la Constitution, les gens qui ne sont même pas des constitutionnalistes vont lire clairement que là, ce n'est pas le droit que vous dites, mais vous tranchez pour quelqu'un. Et ils le savent aussi, ces juges-là. Oui, justement, ils le savent. Et ce qui risque d'arriver au Bénin, si on tenait à rendre service à un chef d'État, c'est que la loi ou le droit qui sera dit, qui sera dit par la Cour constitutionnelle ne sera pas respecté par la population. Parce que ceci fera aussi jurisprudence. Une mauvaise jurisprudence parce que le président lui-même, déjà en entrant en fonction, a déjà violé la loi. Tout simplement d'abord parce qu'il a refusé de signer son truc là, comment on l'appelle, son serment. Il s'est interdit de porter l'écharpe parce qu'il trouvait ça trop encombrant.
Demandez-moi de vous montrer une seule photo du président de la République du Bénin avec écharpe au cou. Il n'y a pas. Je ne pourrais pas. Or, c'est inscrit dans la Constitution. Mieux, les couleurs vert, jaune, rouge du Bénin a une disposition donnée qui ne devait pas être confondue à n'importe quelle autre. Mais aujourd'hui, lorsque vous allez au Bénin, vous voyez sur les papiers en tête du gouvernement et d'autres sociétés étatiques, vous voyez autre disposition que ce qui est consigné par la Constitution depuis 1960. Vous voyez le vert qui est le jaune qui est à la suite du vert et le rouge qui est à la suite du jaune, alignés. Or, ce n'est pas comme ça. Ceci étant, on confond ces couleurs-là aux couleurs nationales du Mali. Le Bénin n'est pas le Mali. Vous comprenez? Donc, et les juges, enfin, la cour sortante est restée muette sur ça? C'est la cour, c'est un citoyen lambda qui a interpellé la cour, qui a saisi la cour. Oui, parce que je rappelle que dans la constitution du Bénin, le citoyen a le pouvoir de saisir la cour, contrairement à celle du Togo, par exemple, où ce n'est pas possible au Togo. Ce n'est pas possible. Un citoyen ne peut pas saisir la cour constitutionnelle. Au Bénin, un citoyen lambda peut saisir la cour pour lui dire, voilà, j'ai remarqué, si j'ai remarqué ça, est-ce que c'est conforme à la Constitution? Un citoyen lambda a saisi la cour constitutionnelle parce que je viens de vous dire, est-ce que le Bénin a le droit d'aligner ses couleurs nationales? La cour a dit, bon, ok, on va trancher. On a tranché, on envoie la loi dite, la requête au président de la... aux mises en cause, je vais dire, au gouvernement, et la réponse également à celui qui a demandé, qui a envoyé la requête. Et on publie ça au journal officiel. C'est ce qui a été fait. On a demandé purement et simplement au gouvernement de rectifier. Mais jusqu'à l'heure où je vous parle, depuis plus de 2 ans, c'est le statu quo. Vous comprenez qu'il y a déjà violation. Voilà. Et donc, si la cour dite de Djogbenou, comme vous venez si bien de le dire, disait une loi, prononçait quelque chose du genre qui va à l'avantage, pas de la population, pas de la nation, et qui va au profit du président de la République, je vous dis, franchement, je ne vois pas le peuple béninois en train de respecter ça. D'où l'anarchie. L'anarchie. Ce que je ne souhaite pas, bien évidemment. Alors, si on revient un peu sur la loi constitutionnelle que vous avez évoquée tout à l'heure, est-ce qu'elle est déjà passée par la case du Parlement? La loi électorale, j'allais dire. La loi électorale. C'était d'abord un projet de loi qu'un député a porté. C'est la stratégie maintenant du gouvernement. Et c'est devenu une proposition de loi. Cette proposition de loi, dans cette proposition de loi, on a trouvé ce que je vous ai cité tout à l'heure. Et je m'empresse de vous citer aussi que dans cette même loi, on dit que si quelqu'un a été frappé d'un jugement de flagrant délit, condamné avec ou sans sursis, avec ou sans sursis, vous êtes éliminé. Ça, c'est la meilleure. Si vous êtes condamné à 3 mois de sursis, ça veut dire que vous n'êtes plus éligible. Quand on n'est pas éligible, normalement, on ne doit pas être électeur. Mais les deux ici ne se suivent pas, malheureusement. Oui, cette loi a été votée par l'Assemblée il y a 5 jours, je veux dire la veille, où Djogbenou devait prendre service du côté de la Cour constitutionnelle. Il devait prêter serment du côté de la Cour constitutionnelle. Demandez-moi à quelle heure? À 2h15 le matin. 2h15. 2h15. Et par combien de députés? Par 15 députés sur 81. Est-ce que c'est sérieux ça? Qu'est-ce qui presse autant? C'est-à-dire, Djogbenou a écrit sa loi, l'a envoyé à l'Assemblée, et il tenait à ce que ça soit voté avant qu'il n'aille à la Cour constitutionnelle. Et étant là-bas, il sait qu'il y aura des recours. Et lorsque les recours viendront, il va simplement les casser. C'est de ça qu'il s'agit, c'est ça le topo. Mais il y a quand même, par exemple, au niveau de l'obligation de résidence, il y a jurisprudence, comme vous l'avez dit. Mais bien sûr, la Cour ne peut pas aller au-delà de la jurisprudence. C'est ça qu'on attend de voir. C'est ça qu'on attend de voir, puisque déjà, des voies autorisées, Adjavon Sébastien, l'ancien président, sinon les anciens présidents Soglo, Yaïboni et d'autres, sous-fifs de la politique béninoise, ont déjà attiré
la sonnette d'alarme en ameutant déjà la population, tout ce qui est presse internationale et nationale. Lors de leur... ils ont fait une sortie il y a presque 2 semaines pour déjà parler de ça, pour dire ça, ce n'est pas une loi que le Bénin peut accepter. Ce n'est pas possible. Si on l'avait fait en son temps, Patrice Talon ne serait pas rentré pour déposer sa candidature et aller aux élections, les gagner. Alors, donc ce n'est pas possible. Amlicius Ferdinand, dernière question. Est-ce que, au regard de tout ce qui se passe dans votre pays, est-ce que vous avez des craintes pour le Bénin? Des craintes, je peux dire oui. Ou vous comptez sur la vigilance des Béninois? Oui. Parce qu'on les a vus éveillés, hein, même au moment où Yahi tentait enfin... Yahi Boni n'avait rien tenté. Je ne parle pas de ça, de la modification, mais quand il s'en prenait un peu à talon, on a vu les Béninois se lever pour battre les pavés contre l'injustice, disait-il à l'époque. Il n'y avait même pas injustice, parce que cette histoire de coup d'État et d'empoisonnement, tentative d'empoisonnement, c'était des faits vrais. Ah bon? Le juge Angelo même a dit que c'était vrai, mais il a prononcé un non-lieu, tout simplement parce que l'action n'était pas allée à son terme. Si vous voulez, je peux vous donner son livre, vous allez lire. Il dit tout ce qu'il a dit là. Ça m'intéresserait. Avant de dire non-lieu, je l'ai sur mon téléphone. Je vais vous l'envoyer. Il a sorti un livre pour dire tout ce qui avait été dit. Tous les mises en cause ont reconnu les faits. Mais du moment où ils ne sont pas passés à l'acte, c'est un non-lieu. D'accord. Tout simplement. Alors, donc, les craintes, elles sont là ou pas? Les craintes sont là. D'accord. Elles sont même légitimes pour le peuple béninois. Tout simplement parce que connaissant le monsieur Talon, dur comme on le dit là, pour faire passer ce qu'il veut là, il dit même, la loi est dure. C'est comme une pilule, c'est comme une ivaquine. Mais on doit l'avaler. C'est la loi. Donc, il veut nous faire avaler une couleuvre. D'accord. Ce qu'on ne lui permettra pas. Parce que le pays veille. Le peuple veille. Duralex, c'est de l'ex. Ça, c'est clair. D'accord. Amlicius Ferdinand, merci d'être passé répondre à nos questions. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. La pause et regard croisé après.